Enregistre. Bonjour Angélie, Bonjour Elettra. et aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver pour faire l'investigation numéro 113 dont tu ne connais pas le sujet. Non. Comme d'habitude, je explique pour ceux qui regardent pour la première fois, on a une partie du protocole fixe avec des questions qu'on ne peut pas ni changer ni approfondir plus que ce que tu vois. Parce que Et dans la partie libre, je pourrais poser des questions et approfondir ce que tu auras vu. Et aussi pour rappel, toute la team Griffazi et l'Académie Griffazi fait ça en même temps dans plusieurs pays. Donc, toutes les sessions sont faites en même temps dans plusieurs langues. Parfait. Et quand tu veux, on y va. c'est parti. On décompte de combien? 10, Ouais, 5, oui, un 10, 30. 10. Parfait. Ouais. Au lieu de parler entre 10, c'est bon. C'est parfait. Parfait. Hmm. Alors, déjà, prends une profonde inspiration. Et en espérant, tu te détends. Très bien. Et tu laisses sortir toutes les tensions. 10. Tu peux même moduler tes fréquences d'une façon idéale pour toi. 9. Oui. 7. 6. De plus en plus détendu et calme. 5. 4. 3. 2. Et 1. Comment tu te sens, Angélie? Très bien. Merci. Bien. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas au moment où le premier trouble bipolaire survient chez un être humain. 1, 2, et 3. Je suis en 1800. Non, t'avais des questions ou je te raconte? Oui, tu peux, c'est ça. D'accord. Que perçois-tu? Dis-moi.
Très bien. Je suis en 1895 et je suis avec quelqu'un qui s'apparenterait à un médecin, un médecin généraliste, et qui a en face de lui une jeune femme d'une vingtaine d'années. Et, et qui se tient, elle est pliée en deux sur une chaise en face de lui. Elle se tient les mains et en fait, elle comprend pas pourquoi elle fluctue autant. Elle comprend pas, ouais, pourquoi ça fluctue autant au niveau de son humeur, de son émotivité, de ses réactions. Voilà. Oui, très bien. Puis-tu rajouter quelque chose? Non, c'est tout. Non, non. Bien. Quelle cause ou quel facteur cause la bipolarité? Alors, apparemment, il y a les gènes. Des... Dans l'alimentation, il y a des édulcorants qui sont des perturbateurs endocriniens et qui jouent aussi là-dessus. Intéressant. Euh, je regarde un petit peu. Oui. Il y a des facteurs, on va dire, environnementaux dans la sphère familiale, je vois aussi. D'accord. Le milieu, l'entourage. On va dire des facteurs émotionnels. Un manque de stabilité affective sur l'entourage Oui. et de ce que peut ressentir l'enfant, parce que ça se passe très jeune. Ah, d'accord. Mm. Quelle cause et quel facteur perçois-tu qui contribue au développement de la maladie chez les personnes âgées? J'ai du mal à en voir chez la personne âgée. J'ai envie de te dire, ça serait je vois plutôt des adultes qui ont réussi à se construire et à rien laisser paraître, et si tu veux, pourquoi pas diagnostiquer plus tard avec euh, pas des débuts de démence, mais tu vois, avec la vieillesse, l'avancée dans l'âge, avec la sénilité, mais sans qu'elle soit pathologique, avec un renforcement de traits de caractère qui fluctuent. D'accord, Et c'est quelque d'accord. chose qui a toujours été, ouais, quelque Et, chose qui a toujours été présent et entre guillemets pas diagnostiqué quelque part. oui. Alors, comment la relation corps-esprit apparaît-elle chez un être, à un sujet bipolaire? Je vois un corps émotionnel qui est réduit. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. Je vois le corps sexuel, il est en bas, il est pas très actif. Et en fait, je vois le corps émotionnel qui prend une place énorme et le corps mental est englouti dedans. Ah oui, Enfin, ouais, je vois comme si le corps mental elle faisait une petite sphère à ce niveau-là, et t'as le corps émotionnel qui prend du bas du ventre et qui englobe, mais beaucoup plus haut. ah oui, Et qui est fragile, enfin, ouais, je la vois pas nette, je la vois
osciller comme ça, par endroits. Intéressant. Les phases euphoriques ou les phases dépressives, ou dites mixtes, quelles conséquences perçois-tu qu'elles peuvent entraîner sur les systèmes nerveux central? Si tu veux, je répète ou j'essaie de reformuler. Ouais, non, je vois, j'essaie de différencier les deux phases. En fait, si tu veux, je vois une hyper excitabilité au niveau de ce système-là, au niveau du système nerveux central. Et en fait, même quand il y a une dépressurisation, je sais même pas, hein, je connais pas trop le fonctionnement, et que ça se calme, et ben en fait, au fur et à mesure du temps, ça n'arrive pas à être stabilisé et c'est toujours en suractivité. Et du coup, ça réduit aussi. En fait, à force, c'est à la fois contradictoire et en fait, c'est ce que ça entraîne. En fait, les cellules sont hyper excitées, le flux est hyper excité et en fait, à force d'être en surchauffe, eh ben, ça fait l'effet inverse de tout ralentir. D'accord. Oui. Je sais pas si je me suis bien exprimée. Ah oui, très bien. Et du coup, ça ralentit tout en fait au lieu d'avoir cet effet. Donc, ça a l'effet d'exciter et en même temps, à force de trop être en surexcitation, ça ralentit. Tout est donné. Oui. Comme s'il y avait des courbes ondulatoires. Ça inversait en fait l'effet du coup. Oui. Ah, c'est très clair. Veux-tu rajouter quelque chose? Non, c'est tout pour le moment. Très bien, merci. Observe la raison pour laquelle la personne doit être en mouvement constant ou en activité intellectuelle pendant un épisode maniaque bipolaire. Parce qu'il n'y a rien qui est ordonné en fait. C'est comme si ça fusait dans tous les sens. Il y a tout qui est en surchauffe quelque part. Et en fait, ouais, je reviens sur le corps émotionnel, je le vois tellement grand que c'est lui qui instille les informations au mental, si tu veux. C'est lui qui dit au mental de faire. Et c'est plus le mental qui reprend le dessus et qui reprend la raison. Enfin, je sais pas, qui résonne en fait l'émotionnel. Et c'est tout l'émotionnel qui gère le mental et qui donne les informations de surchauffe en fait. Et de faire, et de faire, et de faire. Et ça fuse dans tous les sens, ça passe du coq à l'âne, il n'y a pas de. C'est pas. Ça va pas être quelque chose de très actif dans une même donnée, dans une même information, de faire la même chose intensément. Ça va être de faire plein de choses intensément, mais qui ont ni queue ni tête, quoi. Oui. Voilà. Très clair. Alors, maintenant, regarde le système des chakras et leur fonctionnement chez une personne bipolaire. Alors, premier chakra en phase maniaque, il se suractive et en phase, on va dire, dépressive, euh, il va s'éteindre. Au niveau du deuxième, non, le deuxième, il sert de tampon entre le premier et le troisième. Troisième chakra, et ben c'est très bizarre. Et ben on s'attendrait, tu vois, en phase maniaque, comme ils sont dans un truc très expansif, que ça soit. Et ben non, en fait, je le vois tout gris orangé.
que ça soit en phase maniaque gris-orangé, donc en sous-régime, je peux Oui, dire ça comme ça, et en phase dépressive, il est éteint, il est tout gris. Ensuite, ouais. oui. Ah oui, c'est intéressant. Ensuite, chakra 1, 2, 3, chakra du cœur. Le cœur, le cœur, il est toujours en suractivité. Que ça soit en phase maniaque ou en phase dépressive, il est toujours en suractivité. Et c'est ce qui va créer un peu ce dysfonctionnement au niveau du corps émotionnel. Ah oui, Chakra de la gorge, il n'y a pas de... Peut-être en phase maniaque, plus envie de parler, il va être un peu plus en activation, mais rien de franchement perturbant, si tu veux. C'est pas le plus perturbé. Il va être un petit ouais. peu plus activé en phase maniaque, un petit peu moins en phase dépressive, mais je vois pas un gros changement sur celui-là. Oui. Chakra, troisième œil, le sixième. Je le vois éteint. Ah, Pas de, pas de fonctionnement, non. Par contre, le septième, je le vois tout le temps ouvert, c'est comme un moulin à vent. Et du coup, lui, quand il est en phase, que ça soit sur les deux phases en même temps, il va alimenter et suralimenter soit le côté maniaque, soit le côté dépression avec des idées noires, ce genre de choses. En fait, comme il va d'accord. être connecté à tout et n'importe quoi, c'est comme un moulin à vent. Tout le monde rentre, tout le monde sort par celui-là. Et du coup, il est en suractivation tout le temps. Oui, Voilà pour c'est les sept principaux, quoi. c'est très intéressant. Ensuite, moi, tu as en partie répondu, mais je pose quand même la question. Mhm. C'est que tu as perçu par rapport au chakra est un cas isolé ou se répète-t-il dans tous les cas de bipolarité? Non, c'est à peu près la même constante pour tous. Mm. Très bien. Ouais. Alors, identifie ce qui se passe par rapport au plan métaphysique d'une personne bipolaire pendant les sautes d'humeur. Je vois, c'est surtout en fait l'expansion de l'émotionnel avec si tu veux, ce chakra couronne qui est hyper ouvert et que toutes les infos, en fait, ça se connecte à tout, à vraiment tout et les idées passent dedans. Euh, Oui. Et c'est, ouais, non, je vois surtout cette suractivation et qui vont prendre le contrôle sur le corps mental. Je sais pas si je réponds à toutes tes questions. Ah, oui. J'ai pas de film. Ah, c'est très clair. Je C'est vois le très clair. corps mental qui a beaucoup de mal à prendre sa place et à s'expandre et à prendre, ouais, avoir du contrôle dessus, quoi. Quelles énergies régulent les sautes d'humeur d'un point de vue biochimique? C'est quel, j'étais sur le système endocrinien et hormonal, mais je me souviens plus de ta question, en fait. Je vais répéter. Laisse-moi. Quelles énergies régulent les sautes d'humeur d'un point de vue biochimique? Je vois de l'endorphine. Ouais, c'est vraiment les systèmes endocriniens et hormonaux qui Ouais. régulent tout ça. Endorphine, il y a l'adrénaline, la mélatonine aussi.
Après, je vois des perturbateurs qui vont perturber aussi tout ça. Il y a le glutamate. Ah, oui, c'est intéressant. Tu veux Le... développer? En fait, si tu veux, comme tous ces systèmes sont en suractivation régulièrement, ça déploie en phase maniaque, par exemple, à fond, et ça va tout condenser et bloquer tout ce qui est euh, tout ce qui va exciter. Je vois, ouais, comme je t'ai dit, l'endorphine, qui est à la fois apaisant mais euphorisant aussi, et ça va être libéré en grande conséquence. Euh, Avec l'adrénaline aussi, je le vois fuser dans tous les sens, donc accélérer un peu tout ça. Euh, le glutamate qui est présent, mais qu'aussi qui est dans beaucoup de nourriture, d'aliments industriels, ce genre de choses, euh, lui va empêcher, je sais pas, empêcher la réflexion, empêcher le bon déroulement, donc entraîner ce côté mental de concentration, de réflexion. Il va Oui. venir boucher tout ça. Euh, la mélatonine, je la vois bien perturbée, à plus savoir, je la vois perturbée sur des cycles jour-nuit et sur de l'apaisement aussi avec la. Elle joue avec la sérotonine, les deux sont, je les vois complètement. C'est un peu ping-pong quoi, Mhm. quand il y a la phase maniaque. Et du D'accord. coup, elles essaient de récupérer en phase, tu vois, dépressive, mais c'est très compliqué aussi de retrouver une place parce que tout le reste a pris, s'est expansé. Euh, En tout cas, tout est déréglé. Tout est réglé chez la femme et chez les hommes aussi. Le système hormonal, je le vois complètement déréglé. Chez l'homme, ça va être la prostaglandine qui va Mhm. tout dérégler aussi. Euh, la testostérone qui va être augmentée. D'accord. Et chez la femme, je vois aussi tout le dérèglement hormonal et les ovulations, enfin, ouais, vont jouer un rôle important dans la libération aussi hormonale, de l'excitabilité en fait des autres du système endocrinien et de tout ce qui peut, ouais, de tous ces influx-là. J'espère que je t'ai pas trop perdu. Non, non, c'est très intéressant. Et puis c'est très détaillé. Je prenais des notes. C'est très bien. Merci. Comment tu te sens, Julie? C'est pas trop lourd Non, l'ambiance? ah non, 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 moi ça va, je me balade. C'est très bien. Très bien. C'est ça le but. Alors, observe maintenant, du point de vue énergétique, la manifestation définit l'illusion de toute puissance ou de grandeur chez un sujet bipolaire. Qu'est-ce que vois-tu? Alors ça, je le vois qu'en phase maniaque. Euh, En fait, je vois un champ énergétique, même si c'est que le corps émotionnel, comme je te dis depuis le début, qui prend une place énorme, ça t'augmente quelque part ce champ électromagnétique, mais que sur le haut du corps. Et, euh, et je vois que tu sais, ça grossit, ça grossit. Alors, c'est pas, ça veut pas dire que c'est bien, hein, mais c'est juste que je vois en fait ce champ, cette aura, en fait grossir. Pas forcément avec des bonnes ondes et pas forcément en harmonie, parce que je vois ça complètement difforme. Mais en fait, je pense que c'est ce champ, ouais, c'est ce champ qui est autour d'une personne qui prend tellement de place que du coup,
voilà, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit, et au bout d'un moment, ça explose parce que ça peut pas tenir avec ce volume-là. Et c'est ça qui fait ce sentiment de grandeur, en fait. C'est parce qu'on sent le champ énergétique, certes mal disposé, mais ce champ électromagnétique autour. Ce champ D'accord. énergétique. Intéressant. Plus le chakra coronal qui s'expanse aussi. Enfin, voilà, c'est une énorme expansion. Et en fait, si tu veux, et plus ça grandit, et plus le champ, si tu veux, remonte, c'est-à-dire qu'il y a plus de moins en moins d'énergie, si tu prends ce corps émotionnel surtout, qui partait du milieu du ventre et qui augmentait jusqu'à la tête et qui se connectait vraiment, qui engloutissait le mental et le coronal qui s'expansait dessus. Et ben au fur et à mesure, ben, du nombril, ça va remonter, on va arriver au niveau de la poitrine, de la gorge, et quand ça va arriver au niveau de la gorge, à ce niveau-là, en fait, c'est comme si il n'y a plus de jus parce que c'est plus connecté avec le reste et hop, ça se détruit. Enfin, ouais, ce champ se détruit parce il y a plus de quoi le nourrir et l'alimenter. Et du coup, hop, ça bascule en phase dépressive derrière. Oui, il y a toujours cette chute. Mm. Très bien. La maladie bipolaire peut-elle être causée par l'apparition d'autres maladies? Oui, non ou en partie. Elle peut se coupler à d'autres maladies, ça, il n'y a pas de souci. Euh, Elle pourrait, dans certains cas, être augmentée chez des personnes avec euh, un hyperpotentiel, mais si tu veux, qui savent pas gérer si tu veux, je vois quelqu'un, tu vois, certains qui ont un hyper potentiel, donc avec un mental qui est un peu plus fort, mais qui auraient enfin, tu vois, je vois ouais, des personnes avec des gros potentiels, avec une grosse peur et qui ne savent pas le gérer. Et dans ces cas-là, en fait, l'émotionnel, va faire une hypersensibilité. Et dans ces cas-là, il y a le risque que ça engloutisse à nouveau le mental. Oui, Voilà, sur des personnes avec des hauts potentiels, oui. Mais après, c'est pas une obligation et c'est pas spécifique d'être. Ça peut s'accompagner avec d'autres maladies, mais d'autres maladies n'engendrent pas forcément la bipolarité. d'accord, d'accord. C'est Là on arrive à la fin du protocole fixe, donc je te pose déjà ma première question Mhm. et euh, la cause plus ou moins de ces troubles, on peut la définir plutôt physique et biochimique ou plutôt énergétique, euh, général, de règle générale. C'est une, c'est quelque chose qui naît dans le corps. Les deux vont ensemble. C'est un problème au niveau de la constitution, de la répartition en fait, du corps énergétique. Je vois la conscience qui a ces trois corps et qui sont mal positionnés. Et ça Oui, peut avoir des causes dans le physique, dès la naissance, par exemple, ou dès le stade embryonnaire, avec tu vois, pourrait se passer des événements qui fait que le corps émotionnel va prendre le dessus. Enfin, après, ça peut être dans l'alimentation, comme je t'ai dit, avec certains édulcorants, colorants, enfin, certains trucs biochimiques qu'il y a dedans. Ça peut être, ouais, en fait, ouais, des perturbateurs. En fait, il y a vraiment les deux, quoi. Il y a déjà peut-être quelque chose de mal construit, enfin pas mal construit, mais de mal établi au niveau énergétique, avec les trois corps, mental, émotionnel et sexuel. Et le physique, en fait, quand on rajoute encore une couche par-dessus.
Oui, donc ça C'est peut vraiment aggraver aussi par rapport à l'environnement et à l'alimentation tout à fait. et de ton point de vue depuis là, donc, au moins Mhm. dans cet état d'hypnose, perçois-tu qu'on peut rendre plus calme les épisodes maniaco-dépressifs, donc moins difficile à vivre par rapport à la nourriture. Si on change de nourriture ou si on fait un travail sur les énergies, ou ça sert Avec à rien. alors, un travail sur les énergies, recalibrer énergétiquement. Peuvent-ils Euh, trouver un soulagement? oui, oui, oui. Si on, tu vois, la jeune conscience, si on lui réexplique le fonctionnement, si on nettoie un petit peu aussi tout ce qui peut venir polluer, parce qu'avec un coronal hyper ouvert, il y a tout qui rentre et qui sort. On va pas refaire hein, les entités qui viennent et qui vont et qui peuvent en jouer après derrière. Mais si tu refais un bon nettoyage, tu réexpliques aux consciences, euh, tu recalibres. Oui, après, c'est long hein, de recalibrer, mais oui, il y a un travail, on peut les retravailler dessus. Après, on peut les retravailler aussi avec toute cette surcharge euh, hormonale, chimique, aller nettoyer ça vraiment dans le physique. Oui. Donc il peut y avoir en tout cas pas une guérison, mais un soulagement Oui, pour le parcours de oui. vie. Mm. Et je suppose aussi que c'est important de vivre euh, avec des personnes qui ne secouent pas trop les émotions et la vie quotidienne. Il faut quelque chose de tranquille. Aussi, aussi. Mm. Mhm. D'accord, c'est intéressant. Et tu as parlé du fait que ça, en tout cas, c'est assez, c'est un bas âge en fait. C'est quand c'est des enfants ou même des embryons Oui. qui peuvent être déjà atteints par ça. Oui. Donc, En fait, au niveau, si tu veux, ça serait, euh, t'as le côté énergétique dont on vient de parler, et aussi t'as le côté, on va dire, psycho-émotionnel, en fait, suivant comment on va être alimenté le côté psycho-émotionnel, euh, voilà, ça peut ou pas entraîner une surcharge émotionnelle et on retrouve, tu vois, des enfants dans l'hypersensibilité s'ils ne savent pas gérer ça. Alors après, ça peut être des grandes capacités qui peuvent être utilisées autrement, mais si on n'est pas attentif à ça et que ouais, ça peut entraîner ce genre de troubles. très bien. Et regarde Ça veut pas maintenant. dire que tous les hypersensibles sont bipolaires, hein, c'est pas ce que je raconte. Oui, Non plus. Voilà. oui, oui. Regarde maintenant pour les personnes qui sont atteintes par ou qui vont être atteintes par des troubles bipolaires et la période dans le ventre maternel, donc les 9 mois de gestation. Mhm. Mhm. Oui. Et tu avais une question? Oui, c'est plutôt la partie énergétique qui a un impact ou c'est déjà dans le physique. Il y a déjà une préparation dans le physique Les deux. les Les deux deux, je encore. crois que ça se joue beaucoup vers 2-3 mois et après vers les 9 mois, entre 8 et 9 mois. Bien, bien. Donc, et combien de personnes ont déjà cette prédisposition parmi ceux qui sont malades? Combien de personnes ont cette prédisposition dans le ventre maternel déjà? 5%. 100%? 5. 5. Ah, pardon. Oui. Parfait. Donc les autres, ils développent ça dans leur une fois. Ça va être, après, ça se développe, tout dépend de la structure en fait environnante. Ça va dépendre aussi de, de l'alimentation et tout. Je vois aussi certaines ondes peuvent
perturber le bon fonctionnement euh, du système hormonal, système endocrinien aussi. Et en D'accord. fait, si tu veux, avec le temps, tout ce qui est dans le physique, c'est plutôt tout ce qui est physique et ouais, quotidien qui vont faire que ce nombre va expanser. D'accord. Oui. À quel âge est atteinte vraiment des règles générales, bien sûr, la maladie, même si ce n'est pas manifesté? On peut déclarer la personne déjà Euh, avec la maladie. Chez la femme, je vois un âge un petit peu différent. Chez la femme, ça serait vers 12-13 ans et chez l'homme, c'est vers entre 14 et 16 ans. Mhm. Donc, c'est là vraiment un lien avec les hormones, comme tu disais tout à l'heure. Ben, voilà. Oui, Effectivement, j'avais pas fait le lien tout de suite, mais voilà. Mm. oui. Le changement hormonal qu'on voit dans ce qui est l'adolescence, à cet âge-là, euh, a un impact sur le corps émotionnel. C'est pour ça qu'il y a la manifestation Aussi, plus. c'est là où les changements hormonaux sont les plus forts, effectivement. D'accord. Alors, tu peux déconnecter de ça. Je suis curieuse de voir avant l'incarnation. Avant l'incarnation, chez quelqu'un qui s'apprête à vivre une vie avec des troubles bipolaires, est-ce qu'il y a euh, une acceptation, une imposition? Que se passe-t-il avant l'incarnation pour que la personne accepte ou s'apprête à vivre une vie dans ces conditions? Alors, je vois il y a des impositions, une connexion aussi avec, ouais, une forte connexion avec ceux qui vont imposer derrière. Et c'est en même temps, tu sais, je vois beaucoup de ah, tu vas voir, tu vas pouvoir vivre très bien et tu vas pouvoir connaître, tu vois, un truc, un épanouissement total. Mais attention, comment te dire, si on te donne ça, bah, de temps en temps, il faudra aussi vivre le contraire parce que tu auras, tu sais, un peu comme si on disait aux gens qu'il y avait le karma existait et que ben c'est normal, quoi. Tu peux pas tout le temps être joyeux, il faut aussi que tu connaisses des choses très tristes et très lourdes pour pouvoir plus savourer la joie et le bonheur quelque part, mais tu vois, en mode suractivation, quoi. Oui, d'accord. Ensuite, je vois des consciences. Je les vois, alors je sais pas si c'est leur corps que je vois comme ça, mais tu sais, au lieu que ça soit bien net, bien. Enfin, c'est pas toujours bien net, mais je vois des choses qui ondulent comme ça. Qui est déjà dans quelque chose qui est déjà comme une Ouais, prédisposition énergétique. Mm. C'est ça. D'accord, c'est intéressant. Il déconnecte de cette image, déconnecte. Bien, inspire, respire. Maintenant, j'aimerais voir l'opposé. À la fin de la vie, des personnes qui ont vécu avec des troubles bipolaires, quelles sont Mm. les conséquences énergétiques pour leur corps éthérique? Alors, je vois en fait que je vois un épuisement, une espèce de une fausse stabilité, parce qu'il y a aussi beaucoup de chimie dessus, avec les traitements, ce genre de choses. Donc la chimie peut permettre cette espèce de quelque chose de linéaire en calmant ces fluctuations hormonales. Mhm. Et en fin de vie, je les vois, mais tu sais, ouais, j'ai envie de te dire un faux calme, comme s'ils étaient pas apathiques, mais il y a plus un émotionnel plus fort. En même temps, c'est ce qui dégradait un émotionnel, mais c'est comme si
Ouais, calme plat au niveau de l'émotionnel. Alors peut-être un petit peu plus facilement dans les choses négatives à descendre dans le négatif, mais ça manque. C'est comme si on avait mis en stand-by un peu tout et que c'était pas en végétation, mais ça me manque du petit truc, de petit boost de vie, tu vois. C'est comme si c'était éteint. Ça me fait penser comme à une batterie qui est presque épuisée, si on peut dire ça. C'est ça. Mm. D'accord. Et une fois terminée la vie en tant qu'incarné, que, ce- cet état de calme poursuit. C'est comme un état pas végétatif, mais je les vois en mode, enfin, tu vois, le mental est absent. Il y a plus de, la réflexion est pas compliquée, mais sans véritable pas, ouais, sans boost de volonté, sans avoir un truc, tu vois, de désir de faire quelque chose, sans volonté, sans. Ouais, il manque un petit truc de vie. Je sais pas comment t'expliquer ça. Euh, donc, une fois désincarné, il manque toujours comme une joie d'exister. Ouais. D'accord. Et Je vois donc, quelque chose de terne. C'est terne. oui, donc c'est vraiment une problématique que pas uniquement de la vie en tant qu'incarné, mais c'est comme quelque chose de définitif ou à long terme pour Mais en le fait, corps subtil. ouais. Ouais. Si on n'a pas réexpliqué à la conscience comment elle fonctionnait et comment, voilà, plus tout ce qu'elle a vécu en incarnation comme ça amplifie en fait. Ça Ça amplifie. engendre aussi des interférences et des... Oui, bah après c'est facile, hein. Il n'y a plus qu'à se servir. Ouais. Donc c'est comme une... Comme une espèce de léthargie après. oui, ça fait penser, en tout cas, c'est encore plus dangereux après la mort que pendant l'existence incarnée. Aussi. Sauf si on intervient. Et on peut faire, ouais, on peut intervenir au niveau énergétique, bien sûr. Donc c'est là, c'est... Mm. Mm. Ouais, ça peut être ouais, un- Trop intéressant. encore plus important à faire, surtout pour Oui. l'après. Mm. Oui, intéressant. Et tu peux déconnecter de Mhm. ça. Et tu voyais, je t'ai demandé au sujet des personnes âgées, donc tu m'as dit que, en fait, chez les personnes âgées, si on ne l'a pas vu plus tôt, c'est parce qu'ils ont géré quelque part leur Ils ont comportement. réussi un petit peu à gérer leur comportement, ou alors il y avait ce côté un peu, tu sais, atypique, ou alors comme un trait de caractère, tu vois, quand soit très exubérant, très, voilà. Et du coup, quand ces personnes étaient, tu vois, vues très, ouais, atypiques, exubérant, très démonstratif. Enfin, tu vois, dans les phases maniaques, elle savait aussi se retirer en fait en phase un peu plus dépressive, un peu plus isolée, donc attirer un peu moins l'attention, donc hop, et ça refluctuait comme ça. Voilà. Mhm. Et pendant l'âge, donc une fois arrivé à un certain âge, ça se manifeste de façon plus forte ou ça dépend de la personne. Ça va dépendre des personnes, ça va dépendre un peu de l'entourage, ça va dépendre s'il y a un développement d'autres maladies autour et comment ça va être perçu. Il y en a qui vont paraître un peu comme quelqu'un d'un peu exubérant et finalement sans avoir mis de nom sur la maladie. Et puis en fait, eux qui auront très bien vécu aussi leur vie ainsi, hein, avec ces phases un peu fluctuantes, mais qui n'aura pas eu la camisole un peu chimique avec la médicamentation dessus. Oui, donc quelque part, la maladie peut ne pas être reconnue dans ces cas-là, C'est ça. telle qu'elle, Mm. même si. Ouais, mais non, ouais,
Ça me vient spontané la question. Et les médicaments qui sont donnés pour ces troubles sont-ils vraiment efficaces d'un point de vue aussi énergétique, observe, parce que Alors, d'un point de vue physique, j'ai envie de te dire quelque part oui, parce que ça va calmer en période d'excitabilité, de phase maniaque, ça va calmer, et en période un peu dépressive, ça va avoir le côté de rebooster un petit peu, entre guillemets. D'un point de vue énergétique, si tu veux, comme s'il n'y a pas de travail autre énergétique dessus, euh, je vois l'énergie qui va être un moment grandi, étouffé, et au bout d'un moment ne plus savoir comment gérer, et avec un côté vachement euh, à faire baisser en fait cette énergie avec les médicaments, et ça va, tu vois, le physique et l'éthérique sont quand même liés, donc ça va se ressentir oui, l'un dans l'autre, et si tu veux, le côté énergétique va s'amoindrir, et, euh, et si tu veux, ça ne va plus entraîner cette suralimentation, mais ça va même éteindre l'alimentation énergétique quelque part. d'accord. Oui, Mm. donc en tout cas, c'est très difficile Mm. à vivre. Mm. Très bien. Alors, je vérifie. Et j'aimerais revenir sur les chakras. C'était très intéressant ce que tu as vu. Mhm. Alors, c'est surtout ce qui, avec une suractivité, tu as vu le premier, le quatrième chakra et, et aussi le septième. Oui. Et les autres, je ne sais pas si tu veux développer encore, si tu vois des choses supplémentaires à ce sujet de tout ça. C'était intéressant. Euh, Alors, attends, que je regarde. Si je reprends depuis en bas, plutôt une sûre, et après, ça descend très vite, hein, c'est pas non plus Mhm. très exponentiel. Euh, Et après, je vois ça descend très vite. Et, euh, non, il n'y a pas grand-chose à raconter C'est sur le ça. premier en plus. Mhm. Le deuxième, le deuxième essaye de faire un lien pour remonter un peu quand, tu sais, je le vois faire dans une physionomie de personne bipolaire. Je le vois Oui, faire un lien, il va servir de lien énergétique, tu sais, quand tous les autres vont s'expanser à fond et que ça va tirer en fait, et avant que ça lâche. Et en fait, je vois ce deuxième chakra essayer d'aller puiser dans le premier, de le tirer, et du coup essayer un petit peu pour que ça vienne, si tu veux, l'énergie d'en bas vienne pour essayer de récupérer l'énergie qui est montée trop haut. Mais ça arrive pas, et ça arrive pas à. Mais voilà, il va faire ça alors que c'est pas son rôle de se déplacer, de tirer sur le premier pour essayer de récupérer l'énergie qui est trop forte en haut. Tu vois ce que je veux dire? Et ça oui. le dérègle, et il a plus sa fonction de deuxième chakra. Le 3, ouais, dis-moi. Oui, c'est pour ça que pour les personnes qui sont atteintes par troubles bipolaires, de créer quelque chose devient si difficile aussi, Oui, parce que en fait les ils vont chakras qui créer, et puis après, pouf, il n'y a plus l'énergie vitale du premier, en fait, qui sert énormément. n'arrivent pas à aboutir leur création. Mm, c'est ça. Très bien. Donc c'est un lien aussi le fait qu'il y ait certains chakras qui ont une activité plutôt qu'une autre, un lien vraiment dans toute l'activité de la maladie. Ouais. C'est très intéressant. Bien. Le Et, troisième, là. Le troisième, ben, toujours pas. Lui, il faudrait le réactiver, lui augmenter, parce que je le oui, vois complètement gré. comme une fleur fanée, hein. C'est pas. De temps en temps, il va être un petit peu. Voilà, mais sinon. Et après, ouais, c'est vraiment un gros souci. C'est comme une tornade, en fait, hein, le chakra du cœur. Je le Oui. vois, c'est des grosses spirales devant, derrière, et qui s'augmentent et qui prennent une place énorme.
Moulin à vent aussi, hein, comme le Oui. coronal. Qui Et ça entraîne tout prend. le reste, en fait. C'est ça. Et limite, tu vois, je les vois, mais se connecter, mais pas de façon harmonieuse avec le septième. Et parce que ça prend de la place et parce que Moulin, ouais, ça prend toute l'émotion, mais de tout en fait, et ça expanse. Oui. Et- Justement, oui. Mm, Parlant ouais, du septième, ouais. donc il y a comme une ouverture pour tout. Quelles sont les fréquences, les essences, les entités auxquelles ils sont plutôt connectés? Alors déjà, j'ai envie de te dire, le chakra a pas une mauvaise place, mais il prend toute la fontanelle, tu sais, comme les enfants, ça part de Oui. tout devant du front et ça va tout derrière, ça fait Ah oui, comme une donc une tranchée comme ouverture ça. complète. Ah oui, c'est une ouverture complète, hein, et ça part en fuseau comme ça. Et, euh, et je vois qu'ils peuvent avoir aussi plein d'infos. Autant ils peuvent choper plein d'infos, mais plein d'infos de tout, quoi, au niveau de Mhm. l'astral. Je vois toutes sortes, tous, hein, que ce soit du reptiloïde, de l'insectoïde, tout, même des humanoïdes. Il y a, tout peut y passer, quoi. Après, ça dépend qui va être le premier dessus et va prendre la place. Après, ça dépend des entités. Il y en a qui vont s'apparer le truc à elles toutes seules et puis vont dire la place est prise, allez voir ailleurs. D'autres qui vont co-créer, vont pouvoir mettre d'autres implants. Bon, voilà, il va y avoir tout peut être réalisable, hein, une fois qu'il y a une entité dessus. Tout dépend, voilà. Oui. Si elle co-crée avec d'autres, si Sont-ils en mesure de chasser quelques-unes de ces entités? qui c'est qui est capable de chasser? Une entité Elle, d'en chasser une autre ou la non, la conscience de la personne malade, pardon. toute seule, non. Donc, Non, ça non, devient... toute seule est. Non, elle a déjà énormément à faire avec son corps physique qui commence qui se dérègle dans tous les sens, que s'il faut encore en plus aller gérer au-dessus. Ça devient comme une maison, une belle maison laissée ouverte, donc tout le monde peut Mm, mm. rentrer. C'est ça, un vrai moulin à vent. Ouais. Et, donc les personnes qui, comme tu disais tout à l'heure, les hypersensibles sont, euh, au mieux, pour mieux dire, pardon, les personnes qui sont atteintes par troubles bipolaires parfois sont aussi des hypersensibles. Oui, alors, tous les bipolaires sont hypersensibles, mais tous les hypersensibles ne deviennent pas bipolaires. Oui, très bien, très bien. Donc, mais en tout cas, ils ont cette caractéristique. Oui, oui. Mm. Parce qu'il y a aussi une mauvaise gestion des émotions. Oui, on Enfin, peut c'est ce que parler. ça entraîne. Voilà. Mm. On peut dire donc que les bipolaires, bien sûr, ça c'est un peu généralisé, mais euh, tu me dis si j'ai bien compris en t'écoutant, sont des hypersensibles que n'ont pas su gérer leur hypersensibilité Et leurs émotions, et c'est leurs ça. émotions. Ah. Parfait. Ah, et puis Alors donc, que les hypersensibles qui arrivent à travailler avec ça savent gérer leurs émotions, savent gérer leur mental et savent gérer leur corps sexuel aussi, l'énergie. oui, Voilà. donc il y a une harmonie complète dans Il y a leur. une harmonie, même si c'est plus compliqué au niveau émotionnel et le côté empathique et en même temps une haute intelligence aussi, ils savent le gérer. Alors qu'il n'y a pas ça chez le bipolaire. Mhm. Bien, ça Voilà. c'est très intéressant. C'est- Moi, j'ai terminé avec mes questions, mais Mhm. si tu vois quelque chose que tu estimes important de partager ou souligner, je t'écoute volontiers. Non, voilà, je pense que on a pas mal fait le tour, je vois rien de Oui, plus. parfait. Alors, déconnecte. Commence par déconnecter de tout et de tous. Ah. Complètement Oui. déconnecté et tu reviens dans tes énergies, dans ton corps. Et avec le 1, tu commences à rétablir toutes tes énergies, te régénérer, tu récupères les forces et tu commences à choisir une fréquence que tu préfères pour réharmoniser ton corps. Une fréquence que tu vas répandre dans chaque cellule.
tu deviens pétillante de cette belle fréquence. Et à chaque inspiration, chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux. Avec le 2, ces sensations de bien-être commencent aussi à être dans ton corps physique. Tu ressens tes muscles, les jambes, les membres, ta poitrine, tout ton corps rempli d'énergie, de cette belle énergie que tu as choisie pour poursuivre cette belle journée avec une grande joie de vivre. Et donc tu peux commencer à reprendre la confiance avec la pièce dans laquelle tu es, le canapé, donc apporter du mouvement. Et à toi, quand tu veux, tu peux ouvrir les yeux. T'es là? Ouais, je suis là. Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci beaucoup. C'était Merci à très toi. intéressant. Oui, c'était très intéressant. Et donc, à la prochaine. À bientôt. Au revoir Merci. Alexa, au revoir tout le monde. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no.
in alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza
proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore
riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi. Come? Per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione
Per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.